Alors, j'avais pas vraiment prévu de refaire une capsule aussi rapidement après celle que je vous ai proposée hier sur la gabegie. Je dis bien la gabegie, le scandale, appelez ça comme vous voulez, des relations entre l'État et les géants du secteur privé. Et j'ai bien, il y a une spécificité entre l'État et les géants du secteur privé parce que, comme je démontrais avec le cas tout simple de la future piscine olympique, mais qui sera qu'une piscine, alors malgré son coût de 170 millions, à beaucoup plus selon les sources, mais qui sera qu'une piscine pour les qualificatifs du water polo, parce qu'elle n'aura qu'une jauge assez faible finalement de 5000 places assises, et cette jauge passera à 2500 places assises hors saison. Alors je crois qu'elle accueillera peut-être certains plongeons de la danse acrobatique ou rythmique, enfin dans le domaine de l'eau, mais comme la piscine ne répond absolument pas aux normes olympiques, d'aucune manière que ce soit, ce sera un stade de rugby qui aura ce rôle-là. Donc je vous expliquais ça. Aujourd'hui, je prenais l'autoroute parce que je ramenais mon père après qu'il ait passé un peu plus de 3 mois. Donc j'ai un père qui a 84 ans et avec qui qui vient de passer plus de 3 mois en fait chez moi. Donc c'est toujours intéressant ce moment où finalement dans la vie on a l'occasion de rendre un peu à nos parents tout ce qu'ils nous ont donné quand on était enfant, puisque la relation, en fait, c'est pas uniquement vers les enfants, c'est pas uniquement vers les amis, c'est aussi vers les parents. Donc je le ramenais, on prenait l'autoroute, et les autoroutes étaient pas du tout salées, elles étaient pas du tout débarrassées de neige, donc on pouvait pas rouler à bonne vitesse, au contraire, c'était même très dangereux puisqu'il faisait -3, il y avait une couche de neige qui était tombée pendant la nuit. Or nous on était en milieu de matinée, donc c'était véritablement un scandale. Et non seulement c'était un scandale parce que le service n'était pas là, mais le prix, lui, était là et il est considérable. Il faut imaginer que dans la plupart des pays du monde, on paye un forfait, on paye une vignette. Alors ça paraît cher au début, mais quand on remarque la qualité des services qu'on a et le fait qu'on peut les avoir pendant toute l'année, on se rend compte que c'est vraiment très peu de choses. Alors qu'en France, un long trajet, ça coûte le prix d'une vignette, il faut faire l'aller-retour. Et tout est devenu cher, que ce soit le train, que ce soit l'autoroute. À la limite, les avions sont devenus les moyens de transport les moins chers. Mais étonnamment, les avions sont interdits pour les distances nationales, histoire de ne pas faire concurrence au TGV, qui lui est très cher, puisqu'en réalité, c'est la seule raison. Et ça enlève une praticité à l'avion puisque ça permettait aux gens de faire des correspondances dans les aéroports plutôt que d'arriver dans une gare, puis la gare suivante, puis passer d'une gare à un aéroport, etc. Tout ça, c'est vraiment la France parce qu'on est un pays qui est magnifique, on est un pays dans lequel il y a encore des hôteliers, des restaurateurs, des artisans, des gens qui se battent pour essayer de sauvegarder nos traditions, pour essayer de sauvegarder nos églises et nos cathédrales, celles qui ne sont pas incendiées de façon extraordinairement bizarre, nos traditions culinaires, avant qu'on nous impose la fin de la viande à part 1 ou 2 jours par an, ou alors en payant des taxes dispendieuses. Sinon, il faudra prendre des steaks synthétiques ou des steaks aux insectes. Alors voilà, je suis assez remonté, parce que pendant tout le trajet, je pense qu'on a pris la route vers 10h30 et on écoutait la radio. Et ni l'un ni l'autre, enfin mon père écoute beaucoup plus la télé quand il est chez lui, puisque chez moi il n'y a pas la télé. Et donc il écoute les informations, beaucoup sur les chaînes d'information continues. Mais là, on n'avait pas. Et donc, je lui dis, est-ce que tu es au courant que Elisabeth Borne a démissionné hier? Donc, il n'était pas encore au courant. Et je lui dis, est-ce que tu imagines que le candidat qui risque d'être retenu, enfin, il n'est pas forcément candidat, mais la personne qui va être retenue, c'est peut-être Gabriel Attal. Et donc, mon père me dit, mais arrête, sois sérieux, c'est impossible. Il ne peut pas être le Premier ministre, en tout cas dans des circonstances comme celle-ci, ça n'aurait aucun sens parce que ce serait une gifle à tout le monde politique, une manière de leur dire
votre expérience, votre vie au contact des citoyens, votre, tout ça n'existe pas puisque je vais prendre quelqu'un qui a passé sa vie depuis la sortie de ses études dans des cabinets ministériels, à avoir un confort de vie et une situation extraordinairement privilégiée et qui a sauté depuis l'arrivée de Emmanuel Macron au pouvoir de ministère en ministère, à chaque fois, comme cette fois-ci, 6 mois, moins 6 jours, moins 6 heures pour prendre le pouvoir. Alors, ce qui m'est venu, une anecdote, c'était sur le compte de Anatolium, sur donc Juan Branco, sur X, et il avait retweeté un tweet de la sœur de Gabriel Attal, avant les nouveaux ministères en disant tu vas voir, on te fera la peau, enfin, ou je sais plus ce que c'était, mais c'était d'une grande violence. Et donc Juan Branco l'avait mis pour dire bon bah vous voyez, on a des nouvelles mafias qui s'installent puisque la sœur me menace parce que son frère va devenir quelqu'un de puissant. Et il était devenu ministre de l'Éducation, donc un poste extrêmement important en France. Et là, il vient d'être nommé Premier ministre en remplacement d'Elisabeth Borne, démissionnaire. Alors, est-ce qu'elle a été démissionnée? Est-ce qu'elle est démissionnaire? Est-ce qu'elle est très heureuse? Elle n'était pas la première en tout cas à démissionner, puisque le ministre de la Santé venait de démissionner quelques jours auparavant. Et franchement, on le comprend, ça doit être difficile de ne plus pouvoir aller nulle part en France sans être invectivé et sifflé, puisque il n'y a pratiquement plus aucun Français qui ne connaît pas autour de lui des personnes qui ont eu des difficultés. Alors il y en a énormément qui connaissent autour d'eux des personnes qui ont eu des gros problèmes de santé ou qui ont parlé de personnes autour d'elles avec des gros problèmes de santé. Évidemment, nos médias n'en sont pas l'écho. Et maintenant même, ils inventent le fait que les bouteilles de plastique pourrait expliquer la baisse de natalité. Donc attention, ça n'a rien à voir avec les vaccins, finalement ça n'a rien à voir avec le changement climatique, ça n'a rien à voir avec le stress lié au Covid, lié à l'Ukraine, je parle bien du stress, hein, je ne parle pas du reste, ni même au massacre des Palestiniens par le régime de Netanyahou, et je dis bien massacre, donc par dizaines de milliers, et les représentants américains visitent la région à chaque fois en disant la même chose. On a demandé aux Israéliens d'essayer d'épargner les populations civiles. Mais ils s'en fichent parce qu'à chaque fois, ils tuent le numéro 2 du Hamas. Donc ils en sont au 50e numéro 2 du Hamas tué, puisqu'en fait, à chaque fois qu'ils en tuent un, il y en a un autre. Et comme c'est le numéro 2, eh ben, ça justifie une centaine de victimes civiles, dont quelques morts et dont des enfants morts. Je vous rappelle que ça a lieu depuis toujours. On avait déjà eu en 2014 des bateaux militaires qui avaient confondu sur une plage des enfants avec des soldats du Hamas, alors des enfants de 8 et 10 ans, et qui s'étaient fait massacrer. On vous rappelle qu'en Irak, on avait eu cet énorme scandale de Wikileaks quand il y avait eu des photos justement de personnes massacrées, qui étaient des civils, qui étaient complètement innocents, massacrés par des hélicoptères ou les images d'Abu Ghraib, etc. C'est pire que ça en Israël, où le simple fait d'être un homme bien ou pas très bien portant va faire que vous allez vous retrouver dans des camps en slip. Et alors bizarrement, ils sont en slip, mais ils ont encore leurs armes et on les fait défiler pour aller poser leurs armes en slip. Alors depuis quand on dépose les armes en slip? Est-ce que l'arme était cachée dans l'arrêt des fesses? Alors quand c'est une espèce de Kalachnikov vieille comme Mathusalem, on peut se poser la question. Parce que effectivement, dans une ville complètement détruite, avec un nombre finalement très réduit de tunnels, on nous avait parlé comme pour l'Afghanistan, comme pour la Libye, comme pour l'Irak, de réseaux incroyables de tunnels, il n'en était absolument rien. On nous avait aussi dit que c'était sous les hôpitaux et on a appris ensuite que ces hôpitaux et les tunnels avaient été construits sous la supervision des Israéliens, puisqu'en fait il y a tellement de monde à Gaza, il y a une tellement grande concentration humaine qu'ils avaient autorisé les hôpitaux
à faire des constructions en sous-sol, et de toute façon, c'est souvent nécessaire d'aller loin dans le sous-sol pour faire des grandes constructions à Gaza, parce que tout est construit sur du sable, et donc il faut aller assez profondément. Il y a plein d'autres problèmes au niveau des nappes phréatiques, puisqu'il y avait encore des puits. Je vous rappelle que depuis quasiment le 10 ou 15 octobre, Israël avait coupé tous les approvisionnements et a maintenu couper tous les approvisionnements en eau. Donc ils disent, bah, nous on coupe l'eau, on coupe la nourriture, mais tout le monde peut, s'ils veulent, en donner. Il n'y a pas de raison que ce soit nous qui approvisionnons en eau notre ennemi. Sauf qu'ils n'autorisent pas. Ils n'autorisent pas les convois humanitaires, ils n'autorisent rien. Parce qu'ils disent, il faut qu'on vérifie tout. Et il y a plein de gens sur Twitter ou d'autres réseaux sociaux qui disent, mais pourquoi les voisins ne font rien? Mais ils ne peuvent rien faire. Parce que Israël considérait comme un acte de guerre de faire des livraisons qu'ils ne contrôlent pas, et ils font la grève du zèle pour contrôler. Ils n'ont jamais personne disponible pour faire les contrôles qui sont nécessaires. Alors, petite pause dans cette vidéo, un peu pause publicitaire. Donc moi, il y a pas de pub, comme vous avez remarqué, sur les réseaux sociaux, nulle part. Pas parce que je peux pas en faire, mais parce que je pense que c'est pas très agréable à regarder. Et donc, c'est petite pause pour vous montrer le miel. Ici, un magnifique miel de tournesol. Et donc, vous voyez, les peaux sont entièrement ciselées, indiquent ce que c'est, l'origine. Et c'est vraiment très exceptionnel. Ici, un miel de châtaignier, donc on ne se rend pas bien compte de la couleur, puisque il faudrait que ça puisse traverser le pot dans le sens de l'image. Ici, un miel d'acacia, donc en petits pots, et ils sont délicieux, et toutes les personnes qui m'en ont acheté m'ont donné des retours qui étaient vraiment très élogieux. Là, c'est un miel de forêt et ronces, donc c'est mûr, rosier, etc. Ici, c'est un trésor, c'est sans doute un des plus puissants antibiotiques naturels, c'est de la propolis naturelle, mais de la vraie propolis naturelle, telle qu'elle arrive directement des ruches, et pas du tout comme ce que vous achetez en produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques qui ne sert à rien. Et donc ça, il faut le maintenir au frais dans un frigidaire. Et si vous avez un problème de dents, un problème, vous pouvez essayer avant de prendre des antibiotiques chimiques. Et encore, je trouve ça fantastique, hein, les antibiotiques. Moi, je suis pas médecin, mais il paraît que ça vaut le coup d'en prendre. De toute façon, c'est naturel, donc ça ne fait pas de mal. Et ici, un miel de printemps, très crémeux, magnifique, sublime. Et j'en ai d'autres ici, un miel toute fleur, très beau. Et là, un miel de tilleul. Et donc, voilà, qui est superbe. À chaque fois, vous sentez les couleurs différentes, vous sentez un goût. Et vous redécouvrez le plaisir du miel. Bon, ça change de tous les autres produits très artificiels qu'on nous impose de plus en plus. Hein. Je parlais tout à l'heure des steaks synthétiques, je parlais des viandes aux insectes en explicitant toutes ces traditions françaises. Alors on me dit, Bertrand, mais parfois vos vidéos, ça part dans tous les sens, on n'a pas le temps de suivre. Justement, c'est peut-être la spécificité. J'essaie de vous parler comme si on était dans une discussion à bâton rompu et j'étais interpellé sur différents sujets. Alors, voilà, c'est entre guillemets ma manière. Alors, avant de continuer, je vous montre un livre et j'en montrerai d'autres à la fin de cette vidéo, après avoir parlé spécifiquement de la nomination de Gabriel Attal et ce que ça veut dire. Ce que j'ai entendu et ce que j'ai pu lire à droite, à gauche depuis sa nomination. Alors là, ce que j'ai choisi dans la bibliothèque, c'est un livre qui s'appelle « Retraite spirituelle ». Et donc, alors pourquoi j'ai choisi ça? Bien parce que c'est intéressant d'imaginer, et là c'est un livre qui date de 1761, donc avant la Révolution française, 1761, qui faisait partie de la bibliothèque de la Maison de la Providence de Blois, et avec approbation et privilège du roi, par le père Jean Croiset de la Compagnie de Jésus. Donc il y a 2 tomes, et c'est une
retraite spirituelle pour un jour de chaque mois. Et c'est fascinant, parce que je m'amuse de temps en temps à l'ouvrir et à regarder tout ce dont les gens pouvaient se nourrir en pensant à la vie du Christ, à la vie de Marie, à la Bible, mais surtout à nos vies quotidiennes. Et typiquement, quel sera désormais le fruit que vous tirerez de cette double connaissance et à quoi vous devez vous attendre s'il en est de cette méditation comme des autres dont vous n'avez tiré aucun fruit. Alors, il faudrait que je lise tout le passage, mais c'est intéressant parce que, pareil, hein, c'est écrit comme quelqu'un qui vous parlerait. C'est pas écrit comme un livre très technique, comme un livre de règlement de compte avec un auteur du passé ou avec des personnes, ou c'est pas un roman, c'est vraiment un échange. C'est un père qui écrit quelque chose que les gens vont lire comme s'il leur parlait. Et j'aime bien ce style. Alors, anecdote, c'est un livre avec une peau en cuir et qui manifestement a plu à des souris. Donc la tranche devait dépasser et elles sont venues grignoter dessus. Donc à une autre époque, hein, évidemment. Donc revenons à Gabriel Attal avant de vous montrer quelques autres objets. Alors je ne vous ai pas plus lu, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu comme les almanachs, c'est un peu comme tous ces vieux livres. Parfois on n'ose pas les prendre et pourtant c'est juste un plaisir. On se donne 10 minutes, on lit quelques pages, on lit un chapitre, on lit une méditation d'une journée et c'est passionnant. C'est vraiment, on a l'impression de parler avec quelqu'un qui a un français parfait. Alors évidemment, c'est écrit bizarrement, les S ressemblent à des F, les lettres, on est obligé d'avoir une mécanique. Alors moi, j'ai un peu l'habitude de feuilleter, donc automatiquement, je lis ça correctement. Mais voilà, c'est difficile. Alors, Gabriel Attal, c'est quoi les spécificités de Gabriel Attal? Comme le disent les journalistes, tous, c'est un peu le chouchou. Il a été député de la première génération des députés d'En Marche à l'époque, puisqu'il a aujourd'hui, alors ça fait 7 ans entre guillemets qu'il a été député pour la première fois. Il a 34 ans, donc il était député à 27 ans. Il n'était pas le plus jeune député, mais il était un jeune député et relativement chevronné, puisqu'il avait déjà été sous Hollande dans des cabinets. Il est très possible que dans ce cadre-là, d'ailleurs, il ait croisé, l'histoire ne le dit pas encore, le couple, le binôme Macron. Donc ça, c'est la première chose. Il a une ascension assez fulgurante puisqu'il devient le porte-parole du parti Renaissance. Il a un rôle, puis il devient, pendant la crise du Covid, le porte-parole du gouvernement. Et donc là, j'insiste quand je dis ça pour dire que c'est quelqu'un qui est manifestement quelqu'un qui nous a énormément menti en connaissance de cause. Et je peux dire ça puisqu'on a un certain nombre d'interviews, d'entretiens du professeur Delfrécy, qui était le patron du conseil scientifique et qui disait que lui-même avait alerté à de nombreuses reprises, et je ne parle pas du comité stratégique dont toutes les décisions sont absolument secrètes, mais qui avait alerté sur le fait que dès mars 2021, donc je vous rappelle que le vaccin avait été annoncé fin 2020 et assez vite en 2021, il y a eu la livraison et tout est parti avec l'idée de vacciner la planète entière avec des vaccins, une technologie qui était très prometteuse entre guillemets, puisqu'on allait reprogrammer l'homme. Vous imaginez, on nous expliquait que faire partie de la science, c'était accepter l'idée qu'avec des produits injectés, on pouvait reprogrammer l'homme. C'est-à-dire qu'on pouvait donner des instructions au corps humain pour agir d'une certaine manière, mais pas parce que comme avec les systèmes de vaccins traditionnels, alors je sais qu'il y a beaucoup de débats entre Pasteur et Béchamp, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans, mais l'idée c'est qu'on avait des discours assez unanimes sur la question, sauf qu'assez vite on s'est rendu compte que le vaccin en réalité ne protégeait pas ou très mal de la transmission,
que le vaccin n'avait pas une durée de vie élevée sur les personnes à risque. Maintenant, on sait qu'en fait, il ne protège quasiment pas les personnes à risque, puisqu'on a même des pubs pour les malades du sida et autres qui ont beaucoup cru et puis qui ont eu l'espoir toujours de ce vaccin contre le sida, qui n'a jamais eu lieu. Au contraire, avec les trithérapies, c'est plein de médicaments à vie et beaucoup d'argent pour les laboratoires médicaux. Eh bien, on se rendait compte que ce vaccin était finalement assez inefficace, beaucoup moins efficace pour tout ce qui était prévu. Et malheureusement, entre guillemets, eh ben, cette information n'allait pas jusqu'à nous, puisqu'au contraire, il était de notoriété publique. Il nous annonçait toujours avec un immense enthousiasme que le vaccin protégeait absolument de la transmission, que le vaccin, il était non seulement très efficace, évidemment, pour les formes graves, qui étaient les seules qui étaient mortelles, mais qu'il était également efficace contre les autres formes, et qu'il avait une spécificité particulière, c'est que quand le virus voyait que quelqu'un était vacciné, il essayait même pas de contaminer cette personne. Alors pourtant, il fallait, quand on n'était pas vacciné, faire des tests pour éviter de contaminer des personnes qui étaient vaccinées. Je me rappelle aussi de ces phrases de certains journalistes disant qu'il fallait mettre en prison les sportifs ou les gens qui ne se vaccinaient pas parce qu'ils étaient dangereux pour la population entière, ou des médecins de plateau expliquant que si les enfants et les petits-enfants ne se vaccinaient pas, ils allaient tuer leurs grands-parents. Et donc, le porte-parole du gouvernement à cette époque-là était Gabriel Attal. Je vous invite à regarder les très très nombreuses vidéos. Avec Véran, il faisait la paire. On les voit d'ailleurs maintenant faire la paire de nombreux magazines. Ce qui fait que des journaux américains, entre autres anglais, etc., titrent sur le fait que c'est le premier chef de gouvernement d'un État du G7 à être ouvertement gay. Donc voilà. Donc quand on dit ça, on est accusé d'être homophobe. Alors c'est pas du tout mon cas, évidemment, je ne vais pas me justifier. Mais j'aurais enfin vraiment. Et il y a plein d'autres choses qui sont étonnantes. Mais le plus étonnant, c'est qu'évidemment la presse était au courant bien avant, puisque dès hier, ils savaient déjà que ça allait être Gabriel Attal. Et pourquoi ils étaient au courant? Parce qu'on leur a distribué des tonnes et des tonnes d'éléments de langage. Comme ils ne se sont pas véritablement retenus de savoir que c'était lui, ils n'ont même pas fait semblant de ne pas savoir, eh bien ils nous ont dit toute la journée, il a travaillé jusqu'à la dernière minute, il était en visioconférence même au moment de l'annonce de sa candidature, où il hurlait aux professeurs et aux proviseurs avec qui il était en visioconférence, je ne vous abandonnerai jamais. Ok, après 6 mois, il quitte le poste pour un autre poste. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, ils ont expliqué qu'il avait été formidable sur l'interdiction de l'abaya. Alors, c'est un truc dont on n'avait pas du tout entendu parler, ni les uns ni les autres. Enfin, je pense que peu de personnes se sentaient concernées. Mais d'un seul coup, évidemment, ça crée un clivage quand on parle de ça. Par résistance, il y a des personnes qui veulent le faire pour dire « Mais non, mais c'est pas à vous de dicter la manière avec laquelle j'ai le droit de m'habiller, j'ai le droit d'exercer, entre guillemets, ma religion ». Et c'est une vraie question, puisqu'on voit que aux États-Unis, en Angleterre ou dans plein de pays, il y a une grande liberté. Y compris d'ailleurs dans des pays qui affichent clairement la religion catholique comme religion d'État, mais qui laissent, comme en Russie, où il y a 115 ethnies dans le pays, les ethnies pratiquaient un peu à leur manière. Les Tchétchènes ont aucune limitation par rapport à leur religion, et au contraire, ils se battent aux côtés de l'armée russe face à tout l'Occident. Ce qui permet de dire en quelques minutes que les Russes en ont ras-le-bol de voir leur ville et leurs civils tués par des missiles fournis par des pays occidentaux. Donc il y avait eu un missile qui a tué 25 personnes, 25 civils à Belgorod. Finalement, notre presse n'en a quasiment pas parlé.
Alors vous imaginez un immeuble résidentiel visé sciemment parce qu'il n'y avait pas d'objectif militaire, évidemment, à Belgorod, qui est une ville proche de la frontière russe. Alors non seulement c'est des missiles qui sont tirés avec des avions qui sont vendus par la Slovaquie, par la Pologne, etc., puisque de toute façon, ils n'ont plus d'avions à eux, les Ukrainiens, depuis très vite. Donc on voit que contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, il n'y a pas de désescalade. Et le rôle de la France est toujours le même, c'est un rôle de promoteur avec l'Allemagne de cette guerre. Mais l'Allemagne risque d'être incitée à aller encore plus loin, peut-être pour faire oublier les énormes manifestations qui ont lieu depuis une dizaine de jours là-bas, avec les fermiers qui bloquent les routes, les autoroutes, les villages, et qui montrent leur mécontentement. On a vu exactement la même chose aux Pays-Bas. Je rappelle aux Pays-Bas qu'on a un Premier ministre qui est démissionnaire depuis plus de 6 mois, mais il est toujours là. Donc c'est toujours un peu ces mêmes méthodes. Ça va se calmer dans 2 mois, je suis démissionnaire, mais dans quelques temps. Et puis en fait, 6 mois après, ils sont toujours là. Ça ne s'est pas calmé, mais ça se calmera plus tard, comme ce qu'ils disent pour les bombardements et les massacres d'Israël à Gaza, ou tous les prisonniers, ou toutes les exactions en Cisjordanie. Quelque chose m'a choqué également aujourd'hui, c'est que j'ai vu des personnes pour lesquelles j'avais un certain respect sur Twitter, même si j'étais toujours étonné qu'ils ne s'expriment pas plus sur la question israélienne, et maintenant ils ont adopté tous, absolument tous, en même temps les mêmes éléments de langage. C'est-à-dire que comme finalement il y a tellement de colons israéliens qui se sont installés partout et qui occupent des territoires, ils sont tellement nombreux et il y a un tel... des gouvernements, une armée si puissante en Israël et qui est favorable aux colons, qu'aucun pays n'aura jamais le courage d'imposer à Israël de demander à ses colons de partir. Donc il faut accepter l'idée que maintenant que Gaza est complètement détruit, invivable, qu'il n'y a pas d'eau potable, qu'il n'y a rien et qu'Israël ne veut pas les livrer, et que c'est pas possible d'avoir des centaines de camions tous les jours qui seront fouillés, qui seront ci, qui seront ça, et puis il n'y a plus de ports, et puis il n'y a plus d'hôpitaux, et puis il n'y a plus rien, donc pour une population de 2 millions d'habitants, c'est terrible. Alors ils disent, voilà, on va les installer dans le Sinaï. Alors juste pour information, le Sinaï, c'est un désert. Donc c'est pour ça que personne ne vit là-bas, c'est le désert total. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui vit, il n'y a rien du tout, mais il y a des petits malins qui disent on va les installer là-bas. Alors peut-être qu'il y a des sources d'eau cachées, c'est entre deux mers, entre guillemets, donc il faudra faire de la dessalination d'eau de mer, ça coûte très cher, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre, il n'y a pas beaucoup de pays qui le font et qui en ont les moyens, et puis ça veut dire peut-être aussi pour les Palestiniens de dire adieu à leur manne de gaz, mais surtout à leur pays, depuis la nuit des temps, parce qu'ils vivaient là-bas. On se rappelle la première Nakba, mais c'était eux les autochtones là-bas, ils ne sont pas arrivés par hasard, c'est leur terre quasiment depuis l'origine de l'humanité. Ça date de bien avant la création de la religion juive. Ils vivaient là-bas, comme un certain nombre de juifs séfarades. Et donc, entendre ces personnes dire ça avec un langage très policé, très intellectuel, très sympathique, etc., je dois avouer que ça me choque. Donc, pour Attal, moi je pense que c'est une gifle pour la France, c'est une gifle pour la démocratie, c'est une gifle pour tout le monde. C'est une manière pour le binôme qui est à la tête de l'Élysée de nous dire on n'en a rien à foutre de vous, on va faire exactement comme on veut. Donc c'est aujourd'hui uniquement du marketing ce qui se passe. C'est les photos de boxe avec des gants Venom, c'est donc un espèce de crotale qui va piquer. Alors ok, c'est une marque française, peut-être qu'elle est en train d'être achetée par LVMH et qui est la marque de l'UFC, mais pour parler de la boxe française, pour parler des Jeux Olympiques, un tel crachat sur le sponsor officiel qui est Adidas, c'est purement et simplement choquant, c'est du non-respect pour le sport, alors que dans le même temps, les bouquinistes vont devoir partir parce que eux, ils gêneraient par rapport au contrat avec le CEO. Donc on voit, mais vraiment ce double langage, ce double standard, toutes ces mensonges permanents, etc. Moi, je suis très choqué.
inscrivez-vous à mon Substack, vous aurez les liens. Si vous voulez commander les miels, newsletter à 55 le campanile, j'ai besoin de votre soutien puisque je fais ça de plus en plus sérieusement. Comme je disais dans ma dernière lettre Substack, et il y en a une autre qui va partir demain ou après-demain, eh ben, je commencerai à visiter les villes de province. Donc j'étais à Angers, peut-être qu'à la fin du mois je serai à Arcachon, peut-être qu'en février ou en mars je serai dans la région d'Avignon ou du côté de Saint-Tropez. Je sais pas. En tout cas, je vais bouger, je vais venir à votre rencontre. De toute façon, je suis à votre écoute. Alors dans les autres objets que j'avais mis, alors je sais pas, parfois c'est vraiment je prends comme ça, et j'ai mis une cloche parce que il va y avoir un nouveau ministre de l'Éducation et les cloches. Bon, alors les cloches pour moi, ce sont les sorties de préau, etc. Parce que quand j'étais enfant, on avait encore des cloches dans les écoles. Et c'est le trafic maritime. Alors, il va y avoir un impact très fort pour le trafic maritime puisque il y a plein de bateaux qui peuvent plus passer par Suez. Alors, je sais qu'on m'a parlé d'un canal, un projet de canal Ben Gourion qui était aussi une des raisons pour lesquelles il fallait raser Gaza pour avoir un doublement du trafic maritime de l'Asie vers l'Europe, mais surtout vers Israël, la Turquie, l'Égypte. Enfin, l'Égypte, c'est plus facile puisqu'ils n'ont pas besoin de passer le canal de Suez. On a toujours une guerre au Soudan. On n'entend plus tellement parler de l'Afrique francophone, Niger, Mali, Burkina. Mais je sais qu'ils souffrent parce qu'en fait, on est vraiment dans un colonialisme 2.0 donc qui est sorti. Donc, on est dans toute forme de guerre hybride sur les monnaies, tentative de corruption, tentative de créer des infiltrations, des dissidences, éventuellement des soulèvements, etc. Rien n'est simple. Quand on est, entre guillemets, un nouveau chef d'État dans un pays comme ça, si on n'est pas aidé par la Chine et la Russie pour se stabiliser, c'est quasiment impossible parce que les États occidentaux sont extraordinairement raffinés pour faire sauter les dirigeants, pour faire chanter les dirigeants et pour éventuellement les assassiner ou autres. Il y a des listes immenses de chefs d'État qui meurent dans des conditions extraordinairement bizarres. Un tableau derrière moi que vous voyez, alors c'est le peintre et son modèle, et c'est très sympa, c'est un tableau d'un artiste espagnol, j'aime beaucoup, c'est très grand, c'est assez, c'est noir, blanc, gris, mais il y a plein d'énergie, il est sympa, j'aime bien. Et cours élémentaire de morale, voilà ce que je voulais sortir, alors c'est préparation du manuel général, 160 fiches de préparation. Je me laverai la figure et les oreilles, je me peignerai pour être beau, je rangerai mes vêtements, je frapperai avant d'entrer, je saurai dire pardon et m'excuser, je ne serai pas gourmand, je saurai traverser la chaussée à refuge. Comment je traverse au passage, je ne mentirai pas, je ne mentirai pas, j'aurai le courage de dire la vérité, le travail de la maman, les agents de la circulation, comment je montre mon amour à mes parents, grand-père qui m'aime, la grande sœur qui m'aime, le chamelier égoïste. Baba Abdallah était avare et voulait ramasser de grandes richesses, etc., etc. Je ne serai pas égoïste. Nora la médisante, je ne serai pas égoïste. La bouteille, je ne volerai pas. Attention aux échanges. La mouche et le bourdon. C'est drôle parce que ça c'est... Zi la mouche veut tout voir, elle touche à tout et ne pense pas à son ennemi, la tataragne qui la guette. Tataragne, l'araignée, a tendu la toile entre deux arbustes. L'aveugle et le paralytique, je serai bon pour les malheureux. Je saurai donner, ne me moquerai pas des infirmes. Je penserai à ceux qui souffrent loin de moi. La charité de Saint Vincent de Paul, la fête des mères, je serai bon pour les animaux. Précaution en temps d'orage, je n'aurai pas peur la nuit. Les grands courages, les dangers de la rivière, le courage de Bernard Palissy.
je n'aurais pas peur. Le trou dans le sable. Le capitaine Carlsen. Voilà, c'est il y a 158 fiches. Ça date de 1961. Ça parle d'électricité, de feu, la sécurité, le feu, les arbres, les escaliers, le gaz. Voilà, c'est passionnant. Pareil, c'est des petites choses que ça nous dit vraiment factuellement quelle était la préoccupation des générations précédentes et comment finalement avec la culture woke, avec tout ce qu'on nous impose aujourd'hui, on est en train de changer le monde, on est en train de le changer véritablement de façon, en tout cas en Occident, qui est cataclysmique. Un autre livre que je vous montre comme ça, parce que on ne jure plus que par Internet pour trouver des réponses à toutes les questions, bah, c'est un petit Larousse illustré. Alors voilà, bah, c'est très désuet parce que c'est l'ordre alphabétique. Dans ce Larousse, il y a 2 parties, même 3 parties, sur une partie en fait sur les noms communs et une partie sur les noms propres. Et je vois par exemple le zodiaque. Vous voyez, il y a des cartes, tout ça c'est magnifique. 6200 gravures, 220 planches et tableaux, 140 cartes. Et réellement, mais juste à feuilleter, c'est un bonheur. Et quand vous feuilletez ce genre de livre, bah, de temps en temps, vous vous arrêtez et vous voyez véritablement des choses qui sont fascinantes. Des dessins de fleurs, la pensée, des outils pour réduire un dessin. Vous savez, vous avez des espèces de règles qui s'entrecroisent et puis vous avez un dessin plus grand et vous pouvez le faire plus petit ou l'inverse, plus petit et vous le faites plus grand. Donc il y avait plein de choses qui expliquaient comment se débrouiller pour toute chose pratique. Vous voyez, je réussis même pas à me détacher parce qu'à chaque fois que j'ouvre une page, c'est passionnant. Les geysers, les gibets, les girafes et girafes, genre de mammifères ruminants des déclives d'Afrique de taille très élevée. Elles s'apprivoisent facilement. Elles ont le cou très long, pelage, etc. etc. Enfin, c'est vraiment, mais c'est, je dois dire, c'est formidable. C'est formidable. J'ai deux autres objets que je voulais vous montrer. Ça, c'est pareil, c'est un bouquin que j'ai retrouvé comme ça dans les cartons de déménagement. Et puis, parfois, on se dit, quand on voit des vieux bouquins comme ça, parce que lui date des années 80, que finalement, c'est pas très intéressant. Et en fait, c'est passionnant. Par exemple, là, j'ai ouvert par hasard, mais l'aménagement du territoire. Et donc, on a une plage avec des guichets. C'est-à-dire, comme pour le métro, si vous avez le droit de vous baigner, en fait, il faudra que vous ayez une identité numérique qui est adaptée, en fait, qui vous autorise à aller au bord de la mer. Vous allez voir, on y arrivera. Les cocotiers en plastique. Voilà. Une crotte de chien, à Paris, c'était plus cher qu'un bloc de foie gras. Vous avez compris, hein, c'était les motocrottes. Changer le monde en 10 explosions. Cours de terrorisme par correspondance. C'est tellement, tellement fin. Et tout ça, vous voyez, on parle beaucoup d'occultisme et tout, et on a cette espèce de monde avec des géants et qui s'amusent avec nous, en fait, qui sommes comme des espèces de toupies, entre guillemets, qui font tourner en boule et qui jouent les uns contre les autres, puisqu'en fait, on a comme 2 camps qui s'affrontent et qui nous utilisent dans leur guerre. Et c'est exactement ce qui se passe avec les guerres. Ça se passe avec les individus, mais ça se passe aussi avec les pays.
Voilà, c'est les cacahuètes de la réconciliation pour les Caldoches. C'est euh, le pape, Pinochet. Tu leur chantes l'amour et l'eau fraîche et je m'occupe du champagne. Voilà, c'est donner-leur du cirque, des jeux, des émissions de télé avec des chanteurs à la mode et ils oublieront que nous, on est riches et que sont pauvres, puisqu'ils auront des moments de détente fort sympathiques. L'humanisation des minguettes, ben, ils mettent des lianes entre les tours. Voilà, la topographie corse, c'est une mitraillette sous un drap de table. Voilà, enfin bref, il faut regarder parfois dans ces vieux bouquins, on se rend compte que les choses ne changent pas. Bon, j'aurai encore plein d'autres objets à vous montrer, on est déjà arrivé à 40 minutes. Donc, pensez au miel, c'est l'hiver, il va faire très froid, donc c'est excellent, semble-t-il, pour plein de choses. Donc c'est le moment, et c'est comme tout, il vaut mieux acheter du bon miel, sinon n'en achetez pas, ce sera pire que de ne pas en manger. Mais il y a encore beaucoup d'apiculteurs, hein, comme je vous expliquais, la bonne question à leur poser, c'est est-ce qu'ils laissent les reines vivre d'une année à l'autre ou est-ce qu'ils les laissent mourir pour prendre le miel que les abeilles se sont réservées pour survivre l'hiver et la gelée royale. Voilà, à bientôt et attendez-vous au pire parce que là vraiment ça va être la roue libre. Je ne sais pas à quoi vont ressembler les nominations mais sincèrement je ne m'attends pas à de très bonnes surprises. Je vous souhaite, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Merci de mettre des likes, merci de vous abonner à ma lettre Substack, merci de m'écrire, merci de me proposer des haltes chez vous. Et je remercie ceux qui m'ont déjà proposé des tiny house, de partager des dîners, de partager leur toit. D'une part, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que je crois que c'est l'essentiel, c'est qu'il va falloir refonctionner par communauté, par amitié, par dialogue, par respect les uns des autres. Voilà, à bientôt, merci.